Donc voilà pour Joe Johnson, on va le mettre par là. Du coup, passons à notre deuxième joueur du jour. Et donc, c'est le joueur que tu as dernier de cette QV pour l'instant, c'est Tristan Thompson. Donc Thompson, 9 saisons sur la décennie, 9,4 points de moyenne à peine sur cette décennie, 31 minutes de jeu, cela dit, sur l'ensemble de la décennie. Donc quand même un temps de jeu titulaire au final, on va voir qu'il y a quand même des nuances. Au global, 17 000 minutes, 17 300 même. C'est le 68e total de la décennie. Donc tu dis que tu l'as vu jouer, mais effectivement, il a quand même pas mal joué, hein, même si t'as peut-être pas apprécié toutes les minutes. 557 matchs à son compteur. Pas de récompense individuelle, mais le titre en 2016, mine de rien. Alors là, il va falloir que tu m'aides, puisque pour la comparaison ennemydraft.net, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Eux, ils avaient comparé Tristan Thompson à l'époque à Charles Smith. Est-ce que tu le connais ? Je connais, mais je l'ai pas vu jouer. Charles Smith, ça va être le mec des Knicks. Aucune idée. Espèce de poste... C'était un poste 4 qu'on faisait jouer poste 3, en fait. D'accord. Et ça marchait déjà pas à l'époque. Alors que c'était meilleur pour le faire, mais et non, ça marchait pas. Et puis, je pense que tu vas aussi aimer ce qu'a dit Draft Express. Meilleur scénario possible à l'époque pour eux, c'était Tyrus Thomas avec des meilleurs intangibles. J'aime bien la formulation. Ouais, mais cela dit, je le trouve pertinent. Bon, moi, je me souviens de cette époque-là, hein, j'avais regardé. C'est pas je me souviens un peu du joueur NCAA, qui est effectivement un joueur tout en côté athlétique. Quand même moins explosif que Tyrus Thomas, qui était sur des ressorts. Il est moins athlétique, mais Tyrus Thomas a un autre problème qui se situe entre ses deux oreilles, et c'est de là d'où les intangibles. Mais Draft Express, c'est pas mal, hein, parce que je crois que la dernière fois avec Lucas, on avait lu la comparaison de Joachim Noah, c'était Tyson Chandler avec une intelligence ou un truc comme ça. Oui, j'aime bien il tape un peu fort, quoi. Oui, c'est très flatteur si tu es Tyrus Thomas dans ce cas-là. Et puis le pire scénario possible pour eux, c'était un Jordan Hill plus petit. Jordan Hill que tu as bien connu aussi, qui était un très haut pic de draft 2009, il me semble. Ah oui. Qui a jamais trop rien fait. Mais bref, au niveau surnom, très classique, hein, Double T ou TT, Tristan Thompson, très, très créatif, effectivement. Je suis déçu qu'il n'y ait rien, pas de surnom par rapport au Kardashian. Voilà, c'était ma petite déception. Globalement, par rapport à sa vie hors. Oui, voilà, c'est basket. Ça. Je suis petite déception. Alors, j'ai quand même trouvé, alors c'était pas sur Basketball Reference, mais sur Google, j'ai tapé nickname Tristan Thompson. J'ai trouvé The Janitor. Voilà. Donc, l'homme d'entretien. Hein. Et sinon, Iron Man, même si vous allez voir qu'il ne va pas rester Iron Man très longtemps dans sa carrière. Donc, son parcours, 4e pick de la draft 2011. Donc, il arrive très jeune, évidemment, après une seule année à Texas, il me semble. Donc, sa saison rookie 2012, il joue pas mal, hein, mais il joue 24 minutes par match dans une équipe totalement décimée de Cleveland où LeBron était parti, bien sûr. Donc 24 minutes par match et 25 titularisations sur 60. Il finit par gagner sa place. D'ailleurs, 2013, il est titulaire, 31 minutes par match installé. Ironman, effectivement, 82 matchs sur 82 titulaires, 12 points par match en moyenne. 2014 toujours, hein, je le dis pas, mais il n'y a pas de playoff évidemment. 2014 également, installé 12 points par match, 31 minutes de jeu, dans une équipe qui, encore une fois, ne fait pas les playoffs, malheureusement. Et puis donc 2015, c'est quand LeBron arrive, hein, l'été d'avant, l'été 2014. Et donc saison 2015, il est à 27 minutes par match, donc un peu plus bas. Mais surtout, il est plus titulaire, puisqu'il est titulaire que 15 fois sur 82 sur cette saison-là. Il sera finalement titulaire pendant les playoffs avec notamment la blessure de Kevin Love, ça a bien aidé. Et donc aux playoffs, justement, en finale contre Golden State, on connaît l'histoire, la première fois, 2015. 2016, 28 minutes par match, cette année-là toujours. Donc gros temps de jeu, mais pas non plus ultra imposant. Et surtout, encore une fois, 34 titularisations sur 82 en saison régulière. Puis en playoff, évidemment, 2016, c'est le titre. 2017, il redevient titulaire cette année-là. 30 minutes par match, il fait toute la saison. Et en playoff, finale, on connaît, hein, je passe vite parce que les Cleveland, on connaît un peu l'histoire. 2018, c'est un peu pareil, sauf que cette année-là, il fait que 53 matchs sur 82, donc le côté Ironman est fini. Et puis surtout, il fait que 20 minutes par match hein, sur les matchs qu'il joue cette année-là, en 2018. 2018, c'est la dernière année où Cleveland fait le run pour aller en finale avec LeBron James. Et puis après, LeBron s'en va, été 2018, et donc Tristan Thompson fait encore 2 années où il était sous contrat. Il venait d'être re-signé, je crois, avant que LeBron James s'en aille, ou alors l'année avant. Et donc il est un peu bloqué, entre guillemets. Hein. Et donc 2019, il fait 43 matchs, et 2020, 57 matchs, mais dans des équipes très 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 mauvaises, et sans vraiment de valeur ajoutée. Donc voilà un peu pour sa décennie, pardon. Et du coup, au niveau du profil et surtout des performances,
J'ai un peu envie de te lancer, c'est aussi la première question que j'avais notée, c'est au final, moi je l'ai étudié plus qu'au quand j'ai fait ma pré-liste, hein, j'ai un peu plus étudié en profondeur aujourd'hui. Est-ce qu'il mérite d'être dans la liste? C'est une bonne question, je suis pas sûr. Ces années avec LeBron James sont extrêmement intéressantes. Tout autour est extrêmement négatif. À Ouais. quelques exceptions près, mais globalement, avant que LeBron James arrive à Cleveland, Tristan Thompson est un mauvais joueur, pas forcément à cause de lui, hein, je pense que c'est son utilisation qui est problématique. Du moins, on lui dit de faire des choses qu'il peut pas faire, donc forcément ça marche pas. Et après, on sait un peu plus quel joueur il est, mais il ne sert, dans une équipe faible, il ne sert à rien, quoi. Et je crois qu'il retombe un peu dans les travers de je crois que je peux scorer, quoi. Oui. Donc, si tu retiens que c'est je crois que c'est 4 années, je sais plus. 4 années, ouais. Avec LeBron James, il est clairement dans le top 100. C'est un joueur très intéressant. On est dans top 100, je sais pas, mais il est dans ce moule-là un peu, PJ Tucker, je sais plus qui. Enfin, c'est plutôt très intéressant. Ces joueurs qui sont vraiment des vrais role-players super intéressants. Mais voilà, il n'y a que 3 ans, et autour, c'est pas, c'est négatif, quoi. C'est vraiment négatif. Ouais. Après, c'est vrai que tu vois, moi, pourquoi est-ce que je l'avais mis dans mon top 100 à la base? Encore une fois, hein, quand j'ai fait ma liste du top 100, j'ai pas étudié en profondeur, mais ce qui m'a poussé à le mettre, c'était le côté, la fameuse scalabilité, donc son profil qui se transpose finalement en playoff très bien, ce qui n'est pas le cas de tous les intérieurs défensifs. Et puis donc il y avait ce côté aussi, être capable d'être sur le terrain avec des gros temps de jeu durant 4 ans, 4 runs de playoff, et notamment 4 finales d'affilée contre les Warriors qui sont excellente équipe, la meilleure équipe de la décennie, et surtout ultra dangereuse en plus avec Kevin Durant ensuite. Enfin bref, le fait qu'il puisse être sur le terrain durant ces années-là et en playoff, c'est un peu ce qui m'avait marqué. Et d'ailleurs, pour continuer un peu sur le positif avant de passer au négatif, voilà, il fait 30 minutes par match en playoff, pardon. 2300 minutes, c'est le 31e total de cette décennie, c'est quand même pas mal, 78 matchs. Enfin bref, voilà, grosse présence en playoff. Après, c'est vrai que je me dis à quel point est-ce que j'ai pas surestimé un peu ce côté-là. Maintenant que j'ai un peu réutilisé son cas, je me dis potentiellement il y a peut-être d'autres joueurs qui mériteraient un peu plus, dans le sens où, comme tu dis, il y a 4 années qui sont valuable, c'est les 4 où il y a LeBron, et c'est les 4 où les équipes sont l'équipe est compétitive, hein, de Cleveland, parce qu'effectivement c'est un profil role player qui n'est intéressant que dans des bonnes équipes, parce que si tu le mets dans des équipes mauvaises, on s'en fiche un peu. Donc il y a ce côté-là où il y a que 4 années qui vont compter fort pour moi dans la décennie, voire même compter du tout. Et même, tu vois, sur ces 4 années-là, quand tu regardes un peu plus en détail, ok, il y a les playoffs, et en playoffs il était là parce que son profil se transposait très bien, et avec du switch, etc. Mais finalement, en saison régulière, pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait exprès de citer, il est même pas tout le temps titulaire sur ces 4 années. Il y a même une seule année où il est titulaire vraiment. Donc ça me fait un peu descendre ce que je pensais de lui à la base, au point même que je me dis, finalement, il y a peut-être d'autres intérieurs ou d'autres joueurs, hein, qui mériteraient de lui passer devant, parce que je valorisais 4 années sur la décennie. Ok, les playoffs sont très bons, mais finalement, les playoffs, c'est un échantillon qui est très réduit par rapport à l'impact de saison régulière, quoi, finalement. Et sur ces 4 années de saison régulière que je prends en compte, il y en a une où il est titulaire et avec un temps de jeu important, à 30 minutes par match, ok. Le reste, il sort du banc, 2 ans, 15 et 16, ou alors il est blessé en 2018 et il fait que 53 matchs et 20 minutes par match. Donc voilà, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim du coup, et je me dis, finalement, il pourrait peut-être sauter, quoi. Ce que tu dis, c'est assez pertinent, quoi. C'est dans le sens de, finalement, il a un pic. C'est ce que tu dis en playoff, quoi. Ce joueur qui est capable qui en défense est très polyvalent, donc il peut switcher sur tout le monde. Il peut même un peu protéger le cercle, pas affolement, mais un peu, c'est déjà bien. C'est peut-être mieux qu'un PJ Tucker, par exemple. Ouais. Voilà. Et en attaque, hormis de la finition purement sur le dunk, sur une passe de LeBron James ou de Kyrie Irving, il y a quand même ce côté rebond offensif super intéressant. Oui. Auquel point qu'il arrivait même à perturber les défenses. La défense devait planifier par rapport à lui. Après, ça c'était super intéressant. Mais comme tu dis, je suis d'accord à côté, c'est un peu pic carrière, et c'est pendant les playoffs. Et je veux bien entendre que tu t'en serves comme ça, que tu dises, du coup, finalement, c'est une espèce d'arme secrète pour des moments précis, mais du coup, ça marque sur la carrière, c'est pas énorme. C'est un peu comme si tu prends Robert Horry avec ses tirs fin de carrière. Robert Horry,
San Antonio le sortait du frigo pour aller mettre des paniers clutch. Tu peux faire pareil avec Tristan Thompson avec un peu plus de volume, mais tu peux faire un peu pareil. Et du coup, si tu veux parler en vrai volume, si tu veux mesurer son empreinte par rapport à un volume, je suis d'accord, il est faible. Après, le pic est quand même intéressant. Donc pour moi, ça le ferait quand même monter un peu, ça le ferait un peu gagner pas mal de place. Non, mais après, il y a un côté aussi où, bah, tu vois, par exemple, en playoff, il est dans le top 30 des matchs de playoff de la décennie. Bon, ben voilà, c'est 78 matchs. Du reste, si on prend les joueurs de notre top 100, ils sont à peu près en saison régulière autour des 500, 600, 700 matchs. Donc, si tu veux, même si c'est très basique, hein, peut-être que ce raisonnement est faux, mais même si tu te dis, je sais pas moi, tu donnes des points imaginaires, alors pas des points de basket, hein, des points imaginaires en termes de valeur, ok, il nous apporte 50 points par match, bah, tu le multiplies que par 78, quoi. Alors que la valeur en saison régulière était beaucoup plus petite, et celle-là, tu la multiplies par 600, quoi. Donc, enfin bref, je sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire, mais Si, je vois ce que tu veux, si ce n'est que je considérais qu'un match de playoff vaut peut-être 2-3 matchs de saison régulière. ça c'est vrai. Mais à quel point est-ce que du coup, ouais, à quel point tu mets le coefficient grand, quoi? Est-ce que ça vaut 2, 3, 4, Oui, 5? tout à fait. Bah, c'est un peu toi, hein. C'est un peu ta question, c'est ton classement, donc c'est un peu de voir comment toi tu pondères ça en fait. Moi, j'aurais tendance à le pondérer fortement, mais Je le pondère fortement, mais quand même pas. Parce que enfin, le gap est trop grand pour moi, j'ai un peu l'impression là. Et peut-être que non, peut-être que j'exagère, et on attend aussi les retours dans le Discord, hein, je veux bien, mais c'est vrai que tu peux te dire, bah, d'un côté, bah oui, les playoffs, c'est ce qui compte, c'est les matchs qui comptent, etc., etc., c'est les titres. Oui, c'est vrai. En même temps, je me dis, bah, l'impact qu'on a fait aussi pour tout le monde, c'était un peu la saison régulière notamment. Et là-dessus, bah, c'est vrai qu'il est assez absent, quoi. Et même quand on recoupe ça, et c'est vrai que euh, je ne m'appuie pas sur les stats pour dire ça, j'ai aussi mon avis, mais en recoupant avec les données que nous donnent des stats un peu all-in-one, on voit que oui, bah, finalement, sur les saisons régulières, bah, c'était pas top, quoi. Les chiffres montent beaucoup en playoff, effectivement, la valeur monte en playoff, et ça, les stats le disent aussi, également. Mais tu prends les scores de all-in-one de saison régulière, bah, c'est assez banal, quoi. Et du coup, il y a plein de joueurs, alors je vais dire des noms comme ça, mais que pour l'instant, j'ai pas dans le top 100, mais tu vois, des Miles Turner, par exemple, que je n'ai pas, des Steven Adams, des Marcin Gortat, même pourquoi pas des Robin Lopez ou Nikola Vucevic, on en a parlé un peu avec Antoine la dernière fois, voire même Hassan Whiteside, hein, qui a pas duré longtemps, qui a eu aussi un profil avec pas mal d'imperfections, mais qui a eu un pic très haut en termes de valeur ajoutée défensive. Mais après, c'est vrai que voilà, d'un côté, tu dis, bon, ben oui, c'est un intérieur de Switch avec qui tu peux conserver les avantages d'être en intérieur. Et ça a de la valeur. C'est-à-dire qu'il peut switcher, mais en même temps, avec une certaine dose de ring protection, de protection du panier, pardon, de rebond, avec un certain, le rebond offensif aussi, comme tu dis. Enfin bref, donc, ça peut faire plein de choses, mais en même temps, je me dis, bon, bah tu vois, Miles Turner, qui a 5 saisons lui aussi très complètes en saison régulière. Bon, après, il y a des blessures, mais Steven Adams aussi, gros temps de jeu et grosse présence en saison régulière. Gortat aussi. Je sais pas, même des Greg Stiemsma, je sais pas si on peut le citer éventuellement. non, mais je suis assez d'accord quand tu dis que Steven Adams. Alors, parce que j'ai pas le nombre d'années en tête de Miles Turner, mais surtout Steven Adams qui effectivement je le vois plus dans le classement que Tristan Thompson. Et pour rajouter un peu à ton moulin, pourquoi Tristan Thompson n'était pas si utilisé que ça dans le reste de la saison, c'est aussi parce qu'il est pas ce joueur qui était capable de compenser 100% du temps la faiblesse défensive de Kevin Love à côté de lui, par exemple. Oui, c'était pas une encre défensive, en fait. Et c'était pas une encre défensive. Et surtout Oui. que en playoff, t'as besoin de ces switches, et donc parfait. Mais en saison régulière, il n'y avait pas besoin autant de faire de switch, en fait. Donc, et du coup, sa valeur baissait parce que il était bon surtout pour des switches et pour faire je sais pas, de la rim protection classique ou pour faire des pick and roll, du drop classique, bah, il était pas si bon que ça, quoi. Et surtout, il était pas titulaire, quoi. Ça me dérange aussi pas mal parce qu'il n'y a pas non plus une concurrence de fou devant lui, quoi. C'était du Mozgov ou des profils comme ça, quoi. Oui, oui, et puis en attaque aussi, pourquoi aussi il était pas tant vous sur le terrain? Parce que même si son rebond offensif était très précieux, que c'est un bon poseur d'écran, C'est ça, ouais. et qu'il pouvait être un finisseur intéressant. Enfin non, même finisseur intéressant, là j'exagère un peu. Non, même pas, ouais. Mais voilà, il n'y a pas de spacing, il n'y a pas beaucoup plus que juste je fais un écran classique et du rebond offensif, quoi. Et c'est vrai que tu as raison quand tu dis que Tristan Thompson était un peu une arme de situation. C'est très intéressant face à la bonne situation,
notamment face à Golden State, hein, on peut se le cacher, c'était là où il était assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est une arme que tu n'utilises pas souvent et que enfin, bon, son contrat il est eu plus tardivement, mais si tu le mets dans ce joueur qui vaut 10-15 millions par an, oui, il les vaut largement face à Golden State, mais le reste du temps, il les vaut pas, quoi. Donc, je vois ce que tu veux dire et j'entends. Ça me choque pas du tout de le voir très très bas en classement. Et ça, sans même parler de ces années pourries. Ces années pourries. Tu fais bien aussi de parler de l'attaque. Ça faisait aussi partie de. On parle beaucoup de la défense, là, de la valeur défensive qui en saison régulière n'était pas si grande que ça, mais en attaque, effectivement, bon, il a des pourcentages d'efficacité au-dessus de la moyenne sur les 4 saisons où LeBron est là. Mais franchement, c'est un peu. Enfin, c'est pas scandaleux, mais presque, quoi. Enfin, il est au-dessus de la moyenne, mais si tu veux, normalement, les profils les joueurs de son profil sont censés être très, très, très au-dessus de la moyenne, quoi. Parce que quand tu fais que du catch and finish, quand tu fais que des dunks et tout ça, et lui n'avait pas ça, il avait pas cette menace verticale, c'est pas un athlète très aérien, il avait pas cette verticalité, il avait pas ce côté catch and finish implacable où je peux déblayer, ou alors je peux aller très haut, etc. Donc il y a ce manque d'efficacité, il y avait pas de shoot, et le passing était pas là non plus, donc c'est vrai qu'en attaque, ça rattrape pas, si tu veux, le manque de défense et de valeur défensive, et voilà, je sais que par exemple, j'ai utilisé cet argument, et pour moi ça comptait, d'ailleurs on l'a fait avec toi, le J.R. Smith. Un de mes arguments, c'était bah oui, mais J.R. Smith, il a fait 4 finales NBA, 4 runs de playoff où il jouait contre Golden State à plus de 30 minutes par match sur le terrain. Et en même temps, J.R. Smith, cette même valeur qu'il te donnait en playoff, il l'a donné aussi en saison régulière. Et mon problème, c'est que Tristan Thompson ne te donnait pas la même chose en saison régulière, et j'ai pas trop envie de surévaluer les playoffs, parce que sinon, tu vois, on met pas Devin Booker dans le classement, quoi. Il a 0 match de playoff, et voilà, quoi. Donc, je sais pas. Non, mais de toute façon, je pense qu'on est assez d'accord. Hein. Qu'il soit très bas dans le classement, qu'il soit plus bas. Enfin, je sais pas, mon parallèle, c'est un peu PJ Tucker parce que le super Tristan Thompson, peut-être un peu moins bon, mais c'est pas très éloigné de PJ Tucker. Sauf qu'effectivement, PJ Tucker, la version de Houston, hein, elle te sert tout le temps. Celle de Tristan Thompson, elle l'est pas tout le temps. Donc ça me va que tu le fasses descendre beaucoup d'étages. En plus, au final, ça fait que 3-4 ans. Hein. Oui. Non, mais c'est ça, ouais, parce que moi, je compte pas trop les années avant et après LeBron. Donc. C'est ces années avant LeBron où il draft numéro 4 alors qu'il est censé être pris en 15e position. Personne n'a compris. Et où ils disent, bah vas-y, score, tout seul. Ah, mais j'ai jamais fait ça, moi, dans ma carrière. Bah écoute, t'essayes. Oh, mais c'est la NBA, là, quand même. Ah, bah tant pis, essaye. Ah, ça marche pas. Non, mais ouais, encore une fois, je me dis, tu vois, un mec comme Gortat qui a eu quelques saisons aussi très valuable à Washington et même avant à Phoenix, je sais pas, on verra quels sont les retours dans le Discord. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et du coup, au niveau du classement, je suppose qu'on va l'avoir un peu bas. Toi, tu l'imaginais très très bas, c'est ça? Ah, certainement très très bas. La question c'est est-ce qu'il est. Ce qui est. Après, c'est compliqué à la fin, c'est que des. Je suis en train de les regarder là. Il y a donc la fin. Le tout dernier, c'est Alpha Camino. L'avant-dernier, c'est Avery Bradley. Et encore avant, c'est Patrick Beverley. J'avoue que j'aurais peut-être un peu. Je pense Beverley. Alors, je me souviens plus trop ce que vous avez dit, hein, je l'ai pas étudié. Mais je crois que Beverley, t'as un peu plus de volume. Pas de jeu, mais de minutes intéressantes, on va dire, ou de minutes de présence à un niveau au niveau Patrick Beverley. Après, ça se discute un peu plus. Moi, en vrai, je suis pas sûr que je mets Alpha Camino plus bas qu'Avery Bradley. Ça, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais du coup, je pense que Tristan Thompson, j'ai un peu du mal à le voir moins bien quand même qu'Avery Bradley. Donc dans la zone, pour l'instant, 44-45, quoi, sur 45. Oui, et puis si on met 45, ça me gêne pas, Tristan Thompson. Ouais, je sais pas, tu vois, je dis ça et encore j'ai envie de le mettre devant Avery Bradley, effectivement. Ouais, parce que par Avery Bradley, vous en avez bien parlé la dernière fois. Au final, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Au final, y a pas grand-chose. Quand on dépiote tout, il y a de la défense 1 contre 1 sur un seul type de joueur qui, en elle-même, on sait maintenant que c'est pas si intéressant que ça. Là où Thompson, même si c'est situationnel, bah, même ce qu'il faisait en saison régulière était quand même plus intéressant que ce qu'apportait Bradley, à mon sens. Ouais. Et Alpha Commune a un peu plus ce côté bof, mais bof partout et de façon constante, quoi. Ouais, on peut le mettre au-dessus de Bradley.
À voir si Alfaro Camino peut pas passer au-dessus aussi. Ok, on peut faire comme ça. Donc derrière J.R. Smith et Patrick Beverley, et devant Bradley et Alfaro Camino, si ça te va. Ça me va. Ok, alors faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir. C'est un Kika 6500 points. Donc tu vas devoir me citer des joueurs qui ont plus de 6500 points en carrière. Vas-y. Non, je rigole. Non, c'est la draft 2011, évidemment. J'en profite un peu pour utiliser tes connaissances de draft. Est-ce que tu te souviens de cette QV 2011 et est-ce que tu es capable de me citer des joueurs parce que, alors 6500 parce que Thompson lui-même a 6500. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont plus de points que Thompson sur ces drafts 2011? Alors l'erreur, ce sera pas de se tromper de draft, mais le premier nom que je vais dire va m'orienter. Donc c'est Kyrie Irving, non? Tout à fait. Ok. Ensuite, Derrick Williams n'a pas fait ce montant-là, je pense. Non. Brandon Knight, est-ce qu'il l'a fait? Non, il est juste en dessous. Ok. Kemba Walker. Kemba Walker, oui. Et tu m'as dit combien il y en avait de joueurs? Alors je t'ai pas dit d'ailleurs, il doit y en avoir une bonne dizaine, même un peu plus peut-être. Ah, quand même. Bah, il n'y a pas Steven Adams, justement? Non, ça c'est 2013. Non, 2011, alors les meilleurs joueurs pensent la lettre K. Kawhi Leonard. Ouais, qui d'autre? Hmm, En K toujours. Shooter de Golden State. Ah, Klay Thompson, pardon. Klay Thompson, effectivement, Kemba, Kyrie, Klay et Kawhi. Un autre joueur d'ailleurs qui est devenu une superstar de NBA, qui sort de la draft 2011, mais très bas. À la base, c'était un role-player 3&D. Jimmy Butler. Jimmy Butler, effectivement. On a un pivot d'ailleurs que je viens de citer, un pivot européen. Mozgov. Non. Un pivot monténégrin, Vucevic. si je dis pas de bêtises. Vucevic, Tu l'as effectivement. cité? Oui, je l'ai cité comme ça au détour. Ok. On a aussi quelqu'un qui... alors, je peux te dire, elle a été draftée par Milwaukee, transférée à Orlando, ensuite à Détroit. Tobias Harris. Tobias Harris, effectivement. On a un tout petit meneur qui d'ailleurs était le tout dernier pick de cette année-là. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, effectivement. Tout dernier ou 59e? J'ai un doute du coup. C'est pas très grave. On a un autre pivot européen drafté dans le top 5. Et qui a fait les 6000... 6500 points. D'ailleurs, 2 pivots européens draftés dans le top 5 de cette draft 2011. Alors, attends. Quelqu'un qui... alors, il y en a un, il sortait de Kentucky, mais il a jamais joué à Kentucky. Enes Kanter. Enes Kanter, effectivement. Et l'autre, drafté par Toronto. Je vais dire Bargnani. Vous l'avez, la vanne, ça y est. Non, celui d'après. Lituanie. Ah, Valanciunas. Effectivement, Jonas Valanciunas. Après, il y a... on a des jumeaux, bah, ça c'est facile. Markieff et Marcus Morris. Effectivement. Et puis on finit avec... Alors, il y en a deux, trois qui restent. Un meneur... non, il n'a pas été All-Star, je me trompe à chaque fois. Un meneur star de Détroit. Reggie Jackson. Reggie Jackson, effectivement. Star, t'es gentil. Enfin oui, star de fait, oui. Perçu comme une star à une époque. On a un shooter scoreur complet, mais très shooter aussi, qui est à Utah actuellement. Européen. C'est Bogdanovic alors. Exactement, Bogdanovic. Et un dernier, drafté par Utah lui aussi. C'était un arrière scoreur qui a jamais explosé, mais qui a fait une petite carrière. Alec Burks. Alec Burks, effectivement. Et donc ça y est, tu as tous les noms de cette draft 2011 qui ont scoré plus de 6500 points, sachant que Brandon Knight est à 6300 et que le troisième pick, il me semble, Yann Vesely, tu te souviens, il est même pas à 600 points en carrière. Ouais. C'était un peu un échec.